plein ou moitié vide. Moi, j'ai tendance à me dire que les solutions, elles existent, que ce soit dans ces voyages. Moi, j'ai eu tendance à voyager énormément dans les courtes distances, à prendre l'avion. On ne peut plus décemment le faire. C'est une information qui vient tout juste de tomber. Une détonation douce mais puissante dans le monde feutré des célébrités françaises. Il y a exactement 15 minutes, la mère d'Elena Bailly a officiellement donné son accord au mariage entre son fils et Pierre Garnier. Une approbation que certains attendaient depuis des mois, voire des années, d'autres n'osaient même plus espérer. Ce feu vert discret mais fondamental vient bouleverser les équilibres familiaux, culturels et émotionnels autour d'une histoire d'amour qui a déjà tant fait parler. Car derrière cette annonce, en apparence anodine, se cache un récit dense, vibrant, une tension qui monte depuis longtemps entre silence, regard, soupir contenu et tradition pesante. Tout commence par un secret bien gardé. Pendant longtemps, Pierre Garnier et le fils d'Elena Bailly ont cultivé leur amour dans l'ombre. Trop de projecteurs, trop d'enjeux, trop de jugements. Le poids du nom Bailly, celui d'une lignée où les apparences ont toujours été aussi importantes que les convictions, faisait trembler les murs des salons parisiens où se décidèrent autrefois les alliances, les carrières, les réputations. Dans ce contexte, l'amour entre deux hommes, si profond et sincère soit-il, ne pouvait être exposé sans conséquence. Il fallait du courage, de la patience, de la stratégie aussi. Et ce matin, contre toute attente, ce mur de silence s'est fissuré. Il est 9h45. Dans un salon discret du 16e arrondissement de Paris, une scène se joue à huis clos. 3 personnes seulement, Pierre, le fils d'Elena, et la femme dont le silence pesait depuis trop longtemps sur leurs épaules. Pas de caméra, pas de journaliste, juste les battements de cœur, le souffle suspendu d'un moment qui peut tout faire basculer. Pendant 15 longues minutes, la conversation est tendue, les mots sont choisis, mesurés. Mais dans les yeux de la mère, une lutte intérieure semble faire rage. Elle regarde son fils, elle regarde Pierre, et dans ce regard-là, il y a à la fois les souvenirs d'une autre époque et l'évidence douloureuse que celle-ci ne reviendra plus. Puis vient le moment où tout bascule. Sans lever la voix, sans larmes, sans emphase, elle murmure ces mots que Pierre n'espérait plus entendre. « Vous avez mon accord ». 8 syllabes. 8 syllabes qui mettent fin à des mois d'attente, de doute, d'insomnie. 8 syllabes qui résonnent comme un feu d'artifice intérieur. À cet instant, quelque chose s'effondre, quelque chose d'autre naît. Le fils d'Elena baisse les yeux, ému. Pierre serre la main de sa belle-mère dans un geste respectueux mais chargé d'émotion. Aucun cri de joie, aucun éclat. Juste le silence sacré des grands moments de bascule. Pourquoi ce moment est-il si important? Parce que cette approbation n'est pas seulement un acte privé. Elle est le symbole d'un basculement générationnel, d'une fracture qui se referme lentement dans une famille habituée à la discrétion, à l'élégance feutrée, mais aussi à des règles rigides. Le nom Bailly est associé depuis des décennies à une forme de respectabilité silencieuse, à une influence douce mais constante dans les milieux culturels et diplomatiques. Voir l'héritier de ce nom s'unir à Pierre Garnier, chanteur au charisme populaire, aimé du public mais parfois regardé avec distance par les élites, c'est déjà un choc. Mais que la mère, gardienne de cette mémoire, en donne l'autorisation explicite, c'est un tournant historique. Les raisons de ce changement d'attitude restent pour l'instant mystérieuses. A-t-elle été touchée par la constance de leur amour, par la fidélité de Pierre dans les moments de doute? A-t-elle lu les lettres que son fils lui avait laissées, ses confidences jamais ouvertes jusqu'à ce matin? Ou bien est-ce un autre facteur plus intime qui l'a poussé à céder? Ce que l'on sait, c'est que les dernières semaines ont été marquées par des allers-retours discrets entre Paris et le Sud, des rendez-vous annulés, des silences pesants. Certains proches affirme que la mère aurait été influencée par une confession de son propre frère, récemment réconcilié avec son passé et avec sa propre orientation. D'autres évoquent un rêve qu'elle aurait fait, une image persistante d'un mariage, dans un champ d'oliviers, où elle marchait au bras de son fils rayonnant. Ce que l'on sait également, c'est que cette autorisation change tout. Le mariage peut désormais avoir lieu en toute légitimité. Les préparatifs, en pause depuis des mois, peuvent reprendre. Le lieu, choisi depuis longtemps mais tenu secret, devrait être révélé dans les prochaines semaines. Il s'agirait d'un domaine provençal, entouré de cyprès
et de lavande, un endroit à la fois simple et chargé de sens. Mais au-delà du cadre, c'est l'énergie qui entoure désormais ce projet qui fascine, celle d'un amour qui a résisté à toutes les formes d'attente, celle d'une mère qui, au crépuscule de ses convictions anciennes, a choisi de faire un pas vers la lumière. Car cette acceptation ne vient pas sans bouleversement intérieur. Selon une source proche de la famille, Elena Bailly aurait passé la nuit à relire ses journaux intimes. Elle y aurait retrouvé, entre deux notes diplomatiques, les traces d'un amour de jeunesse interrompu par les conventions, d'une promesse non tenue, d'une femme qu'elle avait aimée en silence. Ce retour sur elle-même aurait ouvert une brèche, une vulnérabilité nouvelle. En disant oui à l'amour de son fils, c'est peut-être à sa propre jeunesse qu'elle a pardonné. Ce n'est pas seulement une approbation, c'est une libération intime. Depuis l'annonce, le téléphone de Pierre n'a cessé de vibrer. Des amis proches, mais aussi des inconnus touchés par leur histoire, envoient des messages d'émotion. Certains parlent d'un beau miracle familial, d'autres d'un exemple de courage et de réconciliation. Sur les réseaux sociaux, le mot-clic « Liakor Bailly » est déjà en tête des tendances. Une vague de soutien, inattendue, bouleversante, et pourtant, le couple reste discret. Pierre a publié une seule photo, une main posée sur une autre, avec pour légende « 15 minutes peuvent tout changer ». Le fils d'Elena, lui, n'a rien dit. Il laisse le silence parler pour lui, comme sa mère l'a fait pendant si longtemps. Cette scène, qui aurait pu se jouer dans un roman de Françoise Sagan ou dans un film d'Ozon, nous rappelle que l'amour est rarement un long fleuve tranquille. Il est semé de doutes, de murs, de silence. Mais parfois, une phrase suffit à ouvrir une brèche. Et quand elle vient de celle qu'on croyait à jamais figée dans son refus, elle a la force d'un séisme. Ce que nous avons vécu ce matin n'est pas une simple déclaration familiale, c'est une métamorphose sociale, une micro-révolution intime qui, par son authenticité, touche l'universel. Les prochaines heures s'annoncent riches en émotions. Un communiqué officiel est attendu dans l'après-midi. Il devrait confirmer la tenue du mariage pour la fin de l'été et préciser les conditions de cette union tant attendue. Mais déjà, dans les couloirs de l'intimité et dans les salons où se murmure encore l'écho de cette phrase, un vent nouveau souffle. Il y a quelque chose de plus grand que la tolérance. Il y a l'acceptation sincère. Et ce matin, à 9h45, Elena Bailly l'a offerte. Non pas à la société, non pas aux médias, à son fils. Et par ricochet, à toutes les mères qui hésitent encore à ouvrir la porte. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est ce qui s'est produit exactement 6 minutes après cette acceptation historique. Alors que la mère d'Elena Bailly quittait silencieusement le salon où elle venait de donner son accord, le visage étrangement apaisé, une silhouette qu'elle n'avait pas vue depuis 35 ans, est apparue dans l'embrasure de la porte. Une femme, cheveux argentés, regard droit, présence magnétique. Et dans le regard de la mère d'Elena, pour la première fois depuis le début de cette matinée, une larme a coulé. Personne ne parlait. Même le souffle de l'air semblait suspendu. Cette femme s'appelait Clara Desmarais, un nom que seuls quelques initiés connaissaient. Une musicienne brillante dans sa jeunesse, puis disparue du radar médiatique. Mais pour ceux qui savaient, Clara n'était pas qu'un simple fantôme du passé. Elle avait été le premier et unique amour d'Elena Bailly. Une histoire que l'on pensait enterrer sous des couches de conventions, de mariages arrangés, de responsabilités sociales. Et voilà qu'elle ressurgissait au moment précis où la boucle était en train de se refermer. « Tu te souviens de nous ?» a simplement murmuré Clara. Et là, l'inattendu est devenu vertige. La mère d'Elena Bailly s'est effondrée dans ses bras. Pas de faiblesse physique, une chute intérieure, un abandon absolu. 35 ans de silence, de refoulement, d'exil émotionnel venèrent de se briser. Les deux femmes se sont regardées, longtemps, et Elena a dit, d'une voix presque inaudible, « Je ne veux plus mentir, ni à mon fils, ni à moi. » Et soudain, tout est devenu limpide. Ce oui qu'elle venait de donner à l'amour de son fils n'était pas seulement un acte de tolérance, ni même de simple compréhension. C'était une confession à peine déguisée, un acte de réparation, une tentative de réécrire le passé à travers l'avenir. Elena Bailly ne donnait pas seulement sa bénédiction à un couple, elle bénissait la version d'elle-même qu'elle avait dû sacrifier. Mais ce n'est pas fini, car la scène, que tous pensaient strictement privée, a été enregistrée.
et pas par une caméra cachée, ni par malveillance. Par le fils lui-même, dans un ultime acte de vérité. Il avait placé son téléphone sur le rebord d'une bibliothèque, pensant capturer quelques mots à chérir. Ce qu'il a filmé, c'est une confession bouleversante, une réconciliation à triple niveau, entre une mère et un fils, une femme et son passé, et deux époques qui s'affrontaient depuis trop longtemps. À 10h43, c'est l'Élysée lui-même qui réagit. Un tweet sobre du cabinet du président, signé de son attaché culturel. Dans un monde où tant se taisent, la parole d'une femme comme Helena Bailly vaut plus que 1000 discours. Mais derrière les éloges, une onde de choc familial est en train de se répandre. Certains membres du clan Bailly, plus conservateurs, crient à la trahison morale. Des réunions de crise sont organisées en coulisses. On évoque des conflits d'héritage, des renégociations de fondations, des conseils de famille bouleversés. Mais face à cela, le fils reste muet. Il tient la main de Pierre. Il regarde sa mère. Et il sait que l'histoire est en train de se réécrire sous ses yeux. Il est maintenant 11h. Et ce qui n'était qu'un accord discret, il y a 1 heure, est devenu une déclaration de guerre contre les silences imposés. Un chant nouveau dans les couloirs usés de la bourgeoisie française. Une claque douce mais dévastatrice à toutes les générations qui ont cru qu'aimer devait toujours rimer avec conformité. La suite, selon nos sources, Helena Bailly aurait demandé à organiser une conférence de presse dès demain matin. Pas pour parler de politique, ni même de mariage, mais pour lire une lettre, une seule, celle qu'elle avait écrite à Clara en 1989, et jamais envoyée. Ce sera, selon ceux qui l'ont lu, le texte le plus bouleversant de sa vie. Et pendant ce temps, dans le sud de la France, les premières décorations du mariage commencent à être installées. Mais cette union ne sera pas simplement celle de 2 hommes. Elle sera celle de 3 générations, de 3 vérités, et d'un amour enfin assumé. Mais personne, absolument personne, n'était prêt pour ce qui s'est produit à 13h02. Alors que les chaînes d'information en continu commençaient à spéculer sur le contenu de la lettre qu'Helena Bailly devait lire publiquement le lendemain matin, un communiqué inattendu et glaçant a été publié par un cabinet juridique international, signé de la main d'un certain Maître Lucien Arbeau. Ce communiqué de 3 pages, écrit en langage juridique précis, contenait une révélation explosive. Le fils d'Helena Bailly ne serait pas son fils biologique. Oui, vous avez bien lu. Celui que la France entière a vu grandir dans les colonnes des magazines, sur les marches du Festival de Cannes au bras de sa célèbre mère, celui que l'on appelait affectueusement le discret héritier, ne serait en réalité qu'un enfant adopté dans des circonstances troubles au début des années 90, à la suite d'un arrangement confidentiel entre la famille Bailly et une clinique privée suisse. Et ce n'est pas tout. Dans les dernières lignes du communiqué, une phrase a mis l'opinion publique en état de sidération totale. En l'absence de lien biologique et de procédure d'adoption enregistrée dans les archives de l'État civil français, l'identité légale de M. Bailly pourrait être remise en question dans les prochains jours. Traduction. Le fils d'Helena Bailly risque de perdre son nom, son héritage, son identité. La France entière a suffoqué. Les réseaux se sont figés. Les notifications ont explosé. Et à 13h06, à peine 4 minutes après la publication du document, Pierre Garnier a posté une vidéo de 16 secondes, le visage blême, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Le briser ? Le faire disparaître ? Trop tard. C'est moi qui l'ai reconnu. Et je ne le laisserai jamais seul. » À 13h12, l'attaché de presse d'Helena Bailly a confirmé la véracité partielle du document. Oui, son fils n'était pas né de son corps. Mais non, il ne s'agissait pas d'une simple adoption. C'était son neveu, le fils caché de sa sœur jumelle, disparu tragiquement dans un incendie en 1990. Silence, stupeur, choc. Une sœur jumelle dont personne, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissait l'existence. Une femme effacée des arbres généalogiques, des archives, de la mémoire publique. Et cette révélation venait tout remettre en cause. La légitimité du fils, sa filiation, le silence entretenu par Helena pendant plus de 30 ans, et surtout la nature exacte de la promesse faite à cette sœur mourante. Dans un document que la presse a obtenu en exclusivité, un testament manuscrit daté de 1991, la sœur jumelle d'Helena avait écrit « Je te confie mon fils, mais promets-moi une seule chose, ne le laisse jamais devenir une marionnette de ton monde. Aime-le comme une mère, protège-le comme une sœur, laisse-le aimer librement,
sans honte ni chaîne. Tout s'éclaire. Et c'est là, à 14h15, que le séisme émotionnel atteint son paroxysme. Car ce secret, soigneusement gardé pendant 3 décennies, n'avait pas été révélé par erreur. C'est Elena elle-même qui avait demandé à son avocat de publier ce communiqué si et seulement si elle acceptait le mariage. Pourquoi ? Parce qu'en disant oui à son fils, elle voulait aussi dire la vérité au monde entier, détruire les faux semblants, rendre justice à sa sœur, et surtout, rendre à son fils sa véritable liberté. Ce n'était pas seulement un accord de mariage, c'était une révolution, une rupture avec le mensonge. À 14h37, dans un silence assourdissant, une notification surgit sur tous les téléphones des abonnés à la presse people, politique, judiciaire, une invitation officielle au mariage. Date, 14 septembre. Lieu, Clos des Vignes d'Or, Provence. Signé, nous, Pierre Garnier, on Élie Desmarais de Bailly. Oui, Élie. Le véritable prénom de celui qu'on appelait jusque-là par un nom fabriqué, masqué, protégé. Pour la première fois de sa vie, il osait signer sous son vrai nom, celui de sa mère biologique. Et en bas de l'invitation, une citation, simple, nue, tranchante. On ne choisit pas toujours d'où l'on vient, mais on peut choisir où l'on va. À cet instant précis, la France a basculé. Ce n'était plus une histoire d'amour, c'était un choc générationnel, une tragédie antique réécrite en acte de liberté. Une fresque familiale où l'amour, le mensonge, la filiation, la vérité, la résilience et le pardon s'entrelacent avec une force d'une rare intensité. Et pendant que les journalistes se ruent vers le clos des Vignes d'Or, pendant que les chroniqueurs débattent sur les plateaux, pendant que les juristes analysent les conséquences légales de cette bombe, une vieille dame, au regard transparent, ferme doucement la porte de son appartement parisien. Elle s'appelle Clara Desmarais, elle n'a pas dit un mot depuis le matin, mais dans son regard, il y a une paix absolue, parce qu'elle sait que l'histoire qui avait été volée, fragmentée, enterrée, vient enfin de trouver sa vérité. Et que l'amour, quand il est porté avec courage, finit toujours par triompher. 14h58, la France respire à peine après l'explosion émotionnelle de la révélation du prénom véritable d'Élie Desmarais Bailly. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que la plus grande secousse n'a pas encore frappé. Elle est en route. Elle avance lentement, mais inexorablement, et elle porte un nom, un visage et une vérité, que même Elena Bailly n'aurait jamais pu imaginer. Car à 15h02, précise, alors que les médias nationaux sont toujours en train d'analyser les implications de l'invitation officielle au mariage, une alerte rouge surgit sur les fils confidentiels de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Une correspondance numérique cryptée vient d'être interceptée, et son contenu va déclencher une onde de choc, politique et historique, dont les répercussions dépasseront de très loin les limites d'un mariage. Dans ce message, une archive numérisée scannée depuis un ancien coffre suisse contient un document daté de juin 1990, quelques jours avant l'incendie qui aurait coûté la vie à la sœur jumelle d'Elena. Une lettre manuscrite, signée par cette dernière, et adressée non pas à Elena, mais à un certain président de la République, en exercice à l'époque. Une lettre qui commence par ces mots. « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident », et qui se termine par une phrase glaçante. « Mon fils est le fruit d'un pacte silencieux qu'il vous faudra un jour affronter. » Tout à coup, le récit bascule. Ce n'est plus une tragédie familiale, c'est un complot d'État. À 15h09, un ancien conseiller du ministère de la Culture, aujourd'hui à la retraite, appelle discrètement un journaliste d'investigation et murmure d'une voix tremblante. Clara n'était pas seulement une musicienne, elle était la maîtresse d'un ministre très influent à l'époque, et la sœur d'Elena a été sacrifiée pour empêcher un scandale politique international. Le journaliste raccroche en silence, puis publie en moins de 3 minutes un article qui va tout renverser. Le fils d'Elena Bailly serait en réalité l'héritier biologique d'un ancien chef d'État. Et à 15h16, les téléphones explosent. Les rédactions s'embrasent. Les anciens dossiers sont exhumés. Les noms, codés, sont déchiffrés. Les archives diplomatiques sont réouvertes dans un silence glacial, à l'intérieur du clos des Vignes. Dorpierre lit l'article. Élie est debout, figé blême. Il n'ose même pas regarder son téléphone. Puis soudain, il se lève. Va vers la terrasse, regarde les collines et murmure simplement «
Je savais que j'étais né d'un feu, mais je ne savais pas que c'était un incendie d'État. Dans l'heure qui suit, plusieurs figures de l'ancien gouvernement de l'époque sont appelées en urgence. Certaines sont hospitalisées, d'autres mises sous protection judiciaire. Pendant ce temps, à Paris, Clara Desmarets se présente volontairement dans un commissariat et dépose une enveloppe scellée qu'elle garde depuis 34 ans. À l'intérieur, une série de cassettes audio, des enregistrements secrets, de conversations entre elle, Elena et la sœur jumelle. Une d'elles contient une phrase explosive enregistrée à la veille de la mort. « Clara, si je disparais, tu devras le dire un jour, il est le fils d'un homme que ce pays n'a jamais osé nommer. » À 16h, l'Élysée publie un communiqué officiel de 48 mots. Nous suivons avec gravité les révélations concernant les origines d'Élie Desmarets-Bailly. Toute la lumière sera faite dans le respect de la mémoire de chacun. Mais c'est trop tard. Le pays est en ébullition. Et à 16h12, un hacker inconnu publie une photo d'archive jusqu'alors classée secret défense. On y voit la sœur jumelle d'Elena, enceinte de plusieurs mois, dans un salon privé, en compagnie d'un président français bien connu, une main posée sur son ventre. À 16h15, elle y reçoit un message anonyme, seulement 3 mots. « Tu es l'héritier ». Et tout bascule, ce mariage prévu comme un acte d'amour devient une menace pour les fondations même de la République, car en reconnaissant officiellement Élie Desmarets-Bailly comme son fils, Elena, a sans le vouloir relancé une vérité d'État, une filiation présidentielle étouffée, une ligne de sang qui pourrait remettre en cause des pans entiers de l'histoire contemporaine. À 16h30, Pierre prend la parole en direct depuis le domaine. « Nous pensions nous marier dans l'amour et la paix, mais nous avons déclenché une tempête dont nous n'avions pas conscience. Nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à craindre. » Mais au loin, sur la route qui mène à la propriété, 2 véhicules noirs sans plaque s'approchent. À leur bord, selon une source proche du dossier des agents spéciaux, mandatés pour protéger Élie ou l'enfermer, nul ne sait exactement. À l'intérieur du domaine, Clara regarde Elena et dit une seule phrase. « Tu ne lui as pas donné ton nom, tu lui as donné le pays entier. » 16h47. Les 2 véhicules, noirs sans plaque, s'immobilisent dans un silence spectral devant le portail du Clos des Vignes d'Or. Les hommes, en costume sombre, en sortent sans un mot. Lunettes opaques, oreillettes radio, parfaitement synchronisées. Ils ne sonnent pas, ils ne crient pas, ils entrent, comme s'ils possédaient déjà les lieux. Pierre s'interpose instinctivement. Élie s'avance d'un pas ferme, mais avant qu'aucun mot ne soit prononcé, une 3e voiture surgit en trombe par le chemin de service. Elle freine brutalement et une femme en descend, courant en talons sur les graviers. Les mains levées, une voix puissante fend le silence. Vous n'avez pas le droit, il est protégé par un article que vous ne pouvez pas effacer. Tous se figent. Elle tend un document à l'un des agents, l'autre lit, l'entête et pâlit. Il s'agit d'un acte notarié signé en 1991, contresigné par un juge fédéral suisse, stipulant que l'enfant, né de la sœur jumelle, d'Elena, est le bénéficiaire unique d'un fonds secret portant la mention « Code, raison d'État ». Ref. 894 Hélice. Un fonds invisible au grand public, mais répertorié dans les accords de sécurité. Croisé, franco-suisse, le chef des agents décroche son téléphone. Parle en allemand pendant 10 secondes, puis hoche la tête, recule lentement et murmure « Nous ne pouvons pas l'atteindre, il est hors de notre juridiction directe. » Élie regarde Pierre. Son regard est à la fois perdu et déterminé. Il comprend qu'il vient de franchir un seuil, au-delà duquel sa vie ne lui appartiendra plus. 17h15. Elena Bailly demande à s'isoler dans sa chambre avec Clara. Elle ferme la porte à clé et pendant 25 minutes, aucun son ne filtre. Mais à 17h42, elles en ressortent. Elena les yeux rougis. Clara les mains tremblantes. Elles demandent à ce que tout le monde se réunisse dans la grande salle du domaine. Là, dans un silence religieux, Elena monte sur une petite estrade improvisée, saisit le micro et dit d'une voix brisée mais ferme « Je n'ai pas seulement élevé un fils, j'ai protégé un symbole, j'ai été faible par moments. J'ai menti mais aujourd'hui, je ne veux plus être la mémoire d'un mensonge, je veux être la mère d'une vérité. » Puis elle tend à Élie une lettre jaunie par le temps, scellée avec un ruban bleu. Elle la lui donne en tremblant. « Lisla ». Élie l'ouvre devant tout le monde, c'est l'écriture fine et nerveuse de sa mère biologique. « Si un jour tu lis ces mots, c'est que la vérité t'a trouvé. Je n'ai pas pu t'élever, mais je t'ai aimé comme on aime.
Dans le silence, j'ai protégé ton identité parce qu'elle portait une bombe politique, mais tu es plus que cela. Tu es la chance pour ce pays de ne plus avoir honte de son passé, ni peur de son avenir. Tu n'es pas un secret, tu es une lumière, et je te regarde depuis là où je suis. Un silence tombe lourd, danse personne ne bouge. Mais à 18h03, la plus inattendue des notifications surgit. Le Vatican publie une brève déclaration officielle, signée par un prélat influent. Nous appelons à la protection immédiate de M. Élie Desmarais-Bailly, fils spirituel et biologique d'une figure clé de la diplomatie européenne des années 90, dont le sacrifice fut étouffé au nom de la stabilité continentale. La stupeur est totale. Le Vatican entre dans le dossier. À 18h10, un hélicoptère civil atterrit dans le champ, à l'arrière du domaine. En descend une délégation inconnue, composée de 3 femmes, en tailleur sombre, portant des insignes dorés. Elles se présentent comme représentantes d'un conseil secret européen, de réconciliation historique, une entité ultra confidentielle chargée depuis la guerre froide d'absorber les vérités trop explosives pour être rendues publiques. Immédiatement. Elles veulent te parler à Élie en privé. Mais cette fois, c'est lui qui parle et sa voix ne tremble plus. Je vous écoute ici, devant tout le monde. Je n'ai plus de secret à protéger. Ceux qui doivent tomber tomberont. Ceux qui doivent peu parler parleront. Je ne quitterai pas ce lieu sans avoir dit tout ce qui a été enfoui pendant 30 ans. Et à cet instant, sans prévenir, il sort une clé, une petite clé dorée, qu'il avait depuis l'enfance et qu'il croyait symbolique, mais qu'il vient de comprendre comme réelle, une clé trouvée dans la doublure d'un carnet ayant appartenu à sa mère biologique. Une clé qui ouvre un coffre à Genève Coffre, dont le contenu est resté inconnu. Les représentants blêmissent, l'un d'eux murmure presque inaudible. Le coffre 19G, il existe donc vraiment. 19h. L'heure est venue. L'amour entre Pierre et Élie est désormais devenu une cause nationale, une déflagration mondiale et peut-être la seule voie possible vers une justice historique. Et dans cette clarté du soir provençal, une seule phrase circule de bouche en bouche dans le domaine. Ce mariage ne sera pas seulement une union, ce sera un jugement dernier silencieux, celui de la vérité contre les empires de l'ombre, et alors que le soleil se couche sur le clos des vignes d'or, baignant les vignes d'une lumière dorée, irréelle, Élie et Pierre se tiennent main dans la main devant les derniers invités restés silencieux, émus, bouleversés. Ce qui devait être un mariage devient un acte fondateur, une déclaration d'indépendance face aux mensonges du passé. La vérité a trouvé sa voie, l'amour son trône, et l'histoire, enfin, un visage humain. Ce jour restera gravé non seulement dans les cœurs, mais dans les livres à venir. Une ère s'achève, une autre commence. Abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation future. Restez connectés pour la suite d'une histoire qui ne fait que commencer. Ici, nous racontons ce que les autres taisent. Chaque silence brisé nous rapproche de la vérité. Merci de suivre cette odyssée bouleversante. À très vite pour le prochain chapitre. Pour le